Bonsoir à tous, votre soirée spéciale évidemment se poursuit sur CNews. Merci d'être là à cette heure tardive. C'est l'heure à présent bien de l'analyse, du débrief de tout ce qui a été dit, débattu, défendu. On va en parler avec nos invités présents en plateau. Après ce débat intitulé « Quelle France pour quelle Europe ?» Est-ce qu'il y a eu des confirmations, des surprises également peut-être? Est-ce qu'il y a eu du souffle avec ces différents politiques? On va déjà se rendre au studio Canal Factory avec les premières réactions des responsables politiques. Oui, la première réaction, Sonia, d'Adrien Quatennens de la France Insoumise qui représentait la France Insoumise ce soir. Bonsoir Adrien Quatennens. Après plus de 3 heures de débat, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir convaincu ce soir? Je l'espère. En tout cas, la première des tâches qui était, à mon avis, la nôtre et la vôtre, du coup, c'était de faire en sorte que ce 26 mai entre dans les têtes. C'est vrai que beaucoup de Français ne savent même pas qu'on vote le 26 mai. D'ailleurs, moi, je suis assez alerte de voir que rien n'a été fait spécifiquement pour encourager l'inscription sur les listes électorales, qui est désormais terminée, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont mal inscrits ou peu inscrits. Donc c'est un appel qu'il faut lancer à toutes celles et ceux qui ont le pouvoir d'aller voter, de s'en saisir et de ne pas laisser la voie aux autres qui de toute façon seront mobilisés. Voilà, et puis il y a des enjeux très importants. Moi j'avoue que la situation à la fois est inquiétante, bien évidemment, mais je pense que notre pays a quelques atouts et de belles perspectives si on arrive à se hisser à la hauteur des enjeux et humblement, modestement, c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir pour répondre à l'exercice qui nous était proposé. Un tel exercice était une première pour vous. Comment est-ce que vous êtes senti? On a senti parfois justement qu'il y avait un adversaire commun en la personne de Stanislas Guerini. Est-ce que c'était la stratégie avant même d'arriver sur ce plateau de viser La République En Marche, le parti de la majorité? Non, c'est pas particulièrement une stratégie, sinon que M. Guerini avait à la fois à la charge de nous répondre sur le bilan actuel de M. Macron et puis aussi sur les contradictions ou les pures incantations qui animent parfois la tête de liste aux élections européennes de La République En Marche. Donc on attendait de la précision ce soir. Il n'a malheureusement pas toujours été en position de nous la donner. Et puis après, pour chacun d'entre nous, l'idée était de défendre ses idées et de les rendre visibles, intelligibles pour le grand nombre. Moi, c'est bien ça qui me soucie. J'oublie pas que quand on participe à un tel exercice, si tant est que les gens nous aient suivis jusqu'à une certaine heure de la soirée sur vos antennes, le but est de faire en sorte que chacun puisse, en démocratie, délimiter quels sont les projets qui s'affrontent et voir quel est celui qui a le plus finalement, qui est le plus à la portée et du moment que nous vivons. Voilà. Et je pense que ce soir, en tout cas, les idées de la France Insoumise, dans le contexte, auront été défendues et j'espère que beaucoup s'y seront reconnus. Merci Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous Loïc Saunière. Voilà pour le ressenti et le sentiment d'Adrien Quatennens. Quel est celui justement de Stanislas Guerini qui a été la cible, on va dire, de beaucoup de critiques et de commentaires des autres responsables ce soir? Eh bien, je vais justement lui poser la question, Sonia. Bonsoir Stanislas Guerini. Bonsoir. Effectivement, vous avez été au cœur de toutes les critiques ce soir, cible numéro 1 dans ce débat. Une question très simple, comment est-ce que vous l'avez vécu? Je trouvais que c'était intéressant. Effectivement, on est en responsabilité et donc on a bien vu qu'il y avait une sorte de grande coalition des oppositions pour tous tomber. C'est assez classique après tout sur la majorité, sur le gouvernement. Et nous, on assume nos responsabilités. Mais en revanche, ce qu'on dit, c'est que ce ne sont pas nous les sortants de l'Europe. Nous, on arrive. C'est la première fois qu'on se présente à cette élection européenne et donc c'était important aussi de pouvoir parler de nos différents projets européens. Et le fait d'être vraiment critiqué est la cible numéro 1 à ce point-là. Laurent Wauquiez vous a beaucoup attaqué, Marine Le Pen également, la gauche évidemment aussi vous a ciblé. Est-ce que vous vous dites c'est normal, c'est le jeu de l'opposition ou peut-être aussi que le gouvernement, la majorité n'écoute pas suffisamment les oppositions? Non, moi je crois que ça dit des choses parfois malheureusement de nos oppositions qui au fond sont plus obsédés de nous voir échouer à relever le pays que de nous voir réussir. Et je crois qu'on est dans un moment qui est un moment important. On vit une crise sociale, on vit un moment historique à travers cette élection européenne. C'est un moment où, au contraire, on devrait se rassembler. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. La liste qu'on présente aux élections européennes, c'est une liste de rassemblement qui rassemble de la gauche, des écologistes, de la droite, pour des gens qui portent une vraie conviction européenne, qui ont envie de peser en Europe. Mais moi, je préfère ça à l'opposition systématique. Très rapidement, puisque je sais que vous êtes un peu fatigué, ce débat, vous l'avez bien vécu, vous êtes prêt à recommencer? Oui, bien sûr, parce que c'est toujours passionnant, cette confrontation des idées, y compris quand parfois c'est une confrontation un peu virile. Mais je crois que c'est le jeu démocratique et je suis prêt à recommencer, évidemment, bientôt. Merci beaucoup Stanislas Guerini, merci.
Merci à vous, Yohann Usaï. Et on vous retrouve évidemment, Yohann, avec Loïc Signor pour les réactions des responsables, de ceux qui ont participé à ce débat. Je vais présenter nos invités également présents ce soir pour la suite de cette émission. Il y a Damien Fleureau. Bonsoir Damien, journaliste au service politique CNews. Fiona Lazare, bonsoir à vous, vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, député du Val d'Oise. Nous accompagne également Romain Collas. Bonsoir, secrétaire national du Parti socialiste en charge de la communication. Annie Genvarella, bonsoir. Vous êtes député Les Républicains du Doubs, vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire général des Républicains. Sébastien Chenu nous accompagne, bonsoir. Député du Nord, porte-parole du Rassemblement national. Et Ingrid Levavasseur, bonsoir, figure du mouvement des Gilets jaunes. Autre ressenti, autre réaction, celle d'Olivier Faure. On l'écoute à l'instant. Ok. C'est à vous, Yohann Usaï, aux côtés d'Olivier Faure. Avec Olivier Faure qui représente donc ce soir effectivement la liste conduite par Raphaël Gluckmax pour le Parti socialiste. Une question d'abord rapide et simple. Comment est-ce que vous avez vécu ce débat ? Bon, c'est toujours intéressant d'avoir la possibilité de débattre avec d'autres visions de l'Union européenne, de la France. Moi, ce que je regrette en réalité, c'est qu'il y ait ces concours permanents entre la droite extrême et l'extrême droite qui fait qu'on parle d'immigration pendant 1 heure et qu'on arrive au sujet qui est le sujet central aujourd'hui, qui est la question climatique, qui est la question environnementale. On l'aborde quand tout le monde est parti dormir. Et donc c'est c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème d'avoir des gens qui se focalisent en permanence sur un sujet qui existe mais qui n'est pas central et qui de toute façon est lié à la question climatique. Si vous voulez éviter qu'il y ait des centaines de millions de migrants dans les prochaines décennies, alors vous devez d'abord régler la question climatique. Et malheureusement, nous avons eu très peu de temps pour en parler. J'aurais voulu pouvoir vous dire tout ce qu'avec Raphaël Glucksmann, avec tous ceux qui vont, avec Claire Nouvian, avec tous ceux qui sont des écologistes patentés, qui ont envie de faire bouger l'Europe, comment nous allons faire effectivement pour proposer à l'ensemble de ceux qui seront demain parlementaires européens des combats, qui soient des combats communs que nous puissions mener et qui fassent effectivement changer de dimension le combat climatique. Tous les thèmes ont été abordés ce soir, Olivier Faure, et toutes les critiques se sont concentrées sur Stanislas Guerini. Est-ce que c'est normal, c'est le rôle de l'opposition de critiquer ceux qui exercent le pouvoir, ou est-ce que vous dites que là, c'est particulièrement accentué parce que la majorité, parce que le gouvernement ne vous écoute pas suffisamment? Les critiques de ce soir contre Stanislas Guerini, elles étaient toutes méritées et justifiées? Celles que j'ai formulées, en tout cas, oui. À chaque fois, j'essayais simplement de dire que ce gouvernement se prétend progressiste. Ça a un sens. Et quand je les vois sur tous les sujets se renier pour adopter peu ou prou les positions qui sont celles des Républicains, même si Stanislas Guerini, venant d'où il vient, il n'ose pas le dire, mais on est dans une dérive libérale sur le plan économique et dans une dérive sécuritaire, anti-immigration sur tous les autres sujets. Et donc, effectivement, c'est compliqué de ne pas lui dire qu'au fond, il trahit ses propres convictions et ce qu'il a porté de même pendant des années. Voilà, après, ce n'était pas le seul objet de mon courroux. Quand j'étais le voisin de Marine Le Pen, à mon corps défendant, et donc quand je la retrouve toujours avec les mêmes rengaines, toujours avec les mêmes explications exclusives, uniques, vous avez entendu, depuis le début de ce débat, il y a un seul sujet, une seule obsession. Tout serait la faute de ces quelques centaines d'immigrés qui viennent aujourd'hui en France. Pour le reste, voilà, il n'y a absolument aucun sujet. Donc voilà, il faut arriver à démasquer aussi celles et ceux qui utilisent à chaque fois les mêmes boucs émissaires, mais qui n'ont pas de proposition sur le fond. Madame Le Pen, sur la question européenne, honnêtement, c'est plus que flou. Il y a 2 ans, elle voulait en sortir. Aujourd'hui, que veut-elle ? Personne n'en sait rien. On sait juste qu'elle veut arrêter les bateaux qui viennent de la Libye. Et ça, on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire en sorte de sauver les vies humaines. Mais je finis. Simplement pour vous dire que voilà, ce débat n'a malheureusement, sur un certain nombre de sujets, pas permis d'aller aussi loin que je l'aurais souhaité, parce que la dimension économique, la dimension sociale, voilà, la dimension réponse en écologique longueur d'Olivier Faure. On a compris son sentiment après ce débat. On va quand même recueillir les autres réactions et puis évidemment faire le débrief avec nos invités ici en direct sur le plateau de CNews. David Cormand, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Peut-être que certains téléspectateurs l'ont découvert ce soir avec une passe d'armes quand même avec Nicolas Dupont-Aignan, notamment au sujet de l'immigration. Qu'a-t-il pensé de sa prestation et de ce débat ?
Oui, Sonia, David Cormand, premier arrivé sur ce plateau et dernier parti. Bonsoir, David Cormand, rebonsoir. Comment est-ce que vous êtes senti? C'était la première fois que vous participiez à un tel exercice. Avant d'entrer sur le studio, vous nous disiez que vous étiez même un peu stressé. Et on assistait à de belles passes d'armes, notamment avec Nicolas Dupont-Aignan ou encore Laurent Wauquiez. Quel a été votre état d'esprit juste à la fin, quand le coup de sifflet final, si je puis dire, a été sonné? Écoutez, c'est particulier, surtout que très franchement, c'est pas à moi de le dire. J'espère, ça a duré longtemps quand même, c'est près de 3 heures, donc j'espère que celles et ceux qui ont regardé, qui ont écouté, se sont pas trop ennuyés. Il y a des trucs obligatoires à faire, machin. Moi, j'ai essayé de faire en sorte de faire vivre un peu les choses en disant, y compris leur fête, de ce que je pensais être leur fête, à Madame Le Pen, effectivement, Monsieur Dupont-Aignan et Monsieur Wauquiez, qui dans cette affaire, c'est un peu Dupont et Dupont-Aignan en réalité. Donc voilà. Après, j'ai trouvé que c'était plutôt un débat de qualité. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps quand même sur les trucs de migration, etc., laïcité, identité, qui sont des sujets importants, mais je crois que vraiment, là, on est devant une question de civilisation qui dépasse ça, hein, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la capacité ou pas de l'humanité à continuer d'habiter la Terre. C'est quand même des sujets qui me paraissent plus essentiels, mais voilà, on a pu dire les choses. Donc voilà, je suis plutôt content, fatigué, mais content. Fatigué mais content. Et voilà, c'était la dernière réaction. Merci David Cormand qui n'a pas perdu, vous l'aurez remarqué, après 3 heures, un peu plus de débat, le sens de la formule. Exactement, comme nos invités ici ce soir. Merci à vous Loïc Seigneur. Peut-être d'abord une première analyse. Damien Fleureau, chef du service politique CNews. Damien, on sait que dans ce genre de débat, généralement, chacun reste dans son couloir, sur sa voie. Est-ce qu'il y a eu malgré tout des surprises ou est-ce qu'il n'y a eu que des confirmations ce soir ? Oui, chacun est resté dans son couloir, c'était finalement assez attendu, mais des surprises ou des révélations, sans doute, notamment celle de David Cormand. Là, ce soir, on vient de l'entendre, effectivement, peu connu du grand public, le patron des écologistes et qui finalement ne s'est pas effondré dans ce débat. Il avait face à lui pourtant des représentants très aguerris à ce genre de joute. Il faut savoir prendre la parole, savoir couper la parole, défendre ses idées. Adrien Quatennens également, c'était son premier grand débat. Il était le représentant de la France insoumise ce soir et il s'en est plutôt bien sorti. Ensuite, sur le fond des idées et des propositions, là où on attendait ses représentants, finalement, et on a réussi à aller quand même au bout des sujets. Je trouve que Olivier Faure, son commentaire est un peu dommage. On a parlé de pouvoir d'achat et de fiscalité, qui est le sujet numéro 1 du moment. On sort d'une crise et on est encore dans une crise très forte. Bien sûr que peut-être que les sujets environnementaux sont arrivés tardivement, mais pendant 3 heures, nous avons parlé de la France et de l'Europe. C'était le pari de ce grand débat. On va continuer à parler. On va demander l'avis de nos invités politiques en imaginant qu'ils vont quand même défendre leur champion. Voilà pourquoi je vais d'abord me tourner vers vous, Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Votre réaction est d'autant plus intéressante. Là, nous sommes à quelques semaines des élections européennes. On a entendu plusieurs responsables dire ce soir « allez voter ». Est-ce que ce genre de débat, au-delà de la qualité du débat en lui-même, est-ce que c'est un déclencheur? Est-ce que ça peut susciter justement le vote ou au contraire? Quel est votre avis? Je peux comprendre qu'il y ait des téléspectateurs qui aient décroché bien avant 23h parce que c'était long, très long. On a vu l'écologie arriver très tardivement alors que c'est quand même un sujet très important après la fiscalité. Je pense que... On a eu raison en tout cas d'avoir envie de dormir, mais ça s'est déjà produit en fait lors du premier débat. En tout cas, c'est mon ressenti, donc je donne mon ressenti. Et ensuite, j'aimerais dire qu'il y a une population très jeune qui ne veut pas voter, qui ne va pas voter, qui n'est pas intéressée. Mais comment on peut être intéressé par ce type de débat qui est très long? Pour moi, l'écologie, ça les touche premièrement. Les premiers qui sont dans les rues, c'est les lycéens, c'est ceux qui sont très jeunes parce que c'est aussi leur avenir. Si on a envie de les sensibiliser... Non, mais on aurait pu commencer le débat peut-être plutôt à 18h, mais les lycéens sont encore non, je suis désolée. dans les établissements. Ce que je veux dire par là, c'est que l'écologie arrive trop tardivement. Peut-être au-delà de l'horaire qui n'est pas le plus important. Vous avez sans doute raison, c'est toujours important. Mais pardonnez-moi, on a commencé cette soirée par le pouvoir d'achat. C'est l'une des plus grandes revendications des Gilets jaunes. C'est ce pourquoi vous êtes aussi ici ce soir et pourquoi on vous a connus. Donc ça nous paraissait aussi essentiel et peut-être même logique et naturel de commencer par cela, même s'il ne faut pas l'opposer avec l'écologie. Bien sûr, il ne faut pas l'opposer à l'écologie. D'ailleurs, ça va de pair. Enfin, pour ma part, je pense que le social et l'écologie vont de pair. On a parlé effectivement du pouvoir d'achat. À mon avis, de la taxe carbone.
De la taxe carbone, oui. À mon avis, trop ciblé à mon goût. On n'a pas parlé notamment des familles monoparentales, on n'a pas parlé des foyers les plus précaires, on a parlé des retraités, on a parlé, effectivement, beaucoup parlé, mais pour dire quoi? Vous allez en parler ce soir. On cible et on pointe les choses. De ces sujets, de ces non-dits, c'est important. On va en parler justement ce soir. Sébastien Chenu, votre réaction. Est-ce que c'est possible ce soir de ne pas seulement défendre votre champion, ou en l'occurrence pour vous, votre championne, même si on le sait, vous avez dû trouver, c'est normal, chacun et chacune d'entre vous, vos responsables politiques très à l'aise, mais sincèrement, qu'est-ce que vous en avez retiré? Moi, je crois qu'au contraire, ce genre de débat nous montre que ça vaut le coup d'aller voter. Ça vaut le coup d'aller voter parce qu'il y a des visions très différentes et très claires. Alors il y a ceux qui ont un langage et une vision très claire. Moi je trouve que M. Guérini, en dépit de sa prestation qui était absolument consternante en termes qualitatifs, au moins on sait où il veut aller. Lui, il est le candidat de la continuité. On continue, l'ultralibéralisme, moins de pouvoir d'achat, on serre la ceinture, faites de la place, il y en a qui arrivent. Ça, c'est le discours de M. Guérini, on l'a compris. Et moi, je pense qu'au moins, il nous donne la bonne raison de dire non, on ne veut plus ça pour l'Europe. Et en plus, on peut lui mettre une petite claque pour lui montrer qu'Emmanuel Macron ne veut pas non plus ça pour la France. Et puis, Marine Le Pen propose une autre vision des choses. On peut d'ailleurs la combattre, il y a des gens qui la combattent, mais au moins, c'est clair. On sait que oui, Marine Le Pen souhaite qu'on arrête avec cette immigration. Elle souhaite du pouvoir d'achat, elle souhaite protéger les Français d'abord. Puis après, il y a ceux qui ont des visions ou qui sont ambigus parce que ils ont été aux affaires, ils ont construit cette Europe-là, ils savent pas trop comment se débrouiller avec ce résultat qui est si mauvais, avec cette faiblesse en termes de résultats en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'immigration. Alors ils sont ambigus, ils savent pas quoi proposer, ils aimeraient faire mieux, mais on les a vus à l'œuvre et on sait qu'ils ne sont capables que de pire. Donc évidemment, ça servira à quelque chose, ça servira à montrer qu'il y a plusieurs visions, des visions très claires, et puis il y a des visions ambiguës qui en réalité ne font que meubler cette opposition très forte qu'il y a entre le discours de La République En Marche et puis le discours du Rassemblement National, qui sont deux voix très différentes. Elles se font concurrence, elles offrent des perspectives très différentes, mais au moins elles sont claires l'une comme l'autre. Des avis tranchés, un débat qui, selon vous, donc permet finalement de voir les différentes possibilités, les différentes pistes. Fiona Lazard, c'est vrai que, et nous avons interpellé sur ce sujet Stanislas Guerini, il a été beaucoup, j'allais dire, pris à partie, ou en tous les cas visé, critiqué. Il le comprend, il est assez beau joueur, entre guillemets, parce qu'il dit « nous sommes finalement aux responsabilités et c'est normal ». C'est aux responsabilités que nous demandons le plus de comptes. Vous le comprenez, c'est normal? Je le comprends. Il a été au centre de l'arène. Il a été au centre de l'arène. Il a été victime d'un acharnement. Je n'ai pas compté les flèches, mais il a quand même été victime d'un acharnement certain. Mais ce que je constate, c'est qu'il a résisté, qu'il a tenu bon et qu'il a expliqué très clairement, avec beaucoup de pédagogie, quel est notre projet pour l'Europe, mais aussi ce que nous faisons au niveau national, quelle est la politique que nous menons et quel est notre projet vers où nous souhaitons aller. Donc je rejoins M. Chenu dans l'idée que nos projets sont parfaitement opposés et que ces débats permettent de le démontrer et effectivement doivent pouvoir convaincre les Français d'aller voter, parce qu'avec des projets aussi différents que celui du Rassemblement National, qui finalement en beaucoup de points ressemblait à celui de M. Dupont-Aignan ou celui de M. Wauquiez. C'est un bel hommage pour nous que nos adversaires reprennent nos éléments. C'est vrai qu'on s'aperçoit que... On laissera Mme Genevard peut-être commenter sur ce point. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a une alliance de la droite et de l'extrême droite sur un certain nombre de positions qui est réelle et que nous, La République En Marche, nous défendons un projet de liberté, de protection et aussi de responsabilité pour l'Europe. Bon, chacun défend. Finalement, on arrive à cela. C'est pas étonnant. Annie Genevard, comment vous avez perçu? Vous étiez sur place. Peut-être décrire tout simplement j'ai quitté le plateau l'ambiance. Un peu plus tôt. Merci pour être là. Oui, pour être là. Moi, je pense que ce type de débat est tout à fait utile pour deux raisons. D'abord parce qu'il permet à chacun d'exposer sa vision à la fois de la France, de notre pays et de l'Europe, et de la France dans l'Europe. Donc je pense que c'est utile et que ça mérite l'effort qui est effectivement demandé de pouvoir suivre jusqu'à la fin ce type de débat. Et puis c'est intéressant parce que ça permet aussi de débusquer les ambiguïtés ou les aberrations. Et là, vous en avez noté peut-être une ou deux qui vous ont sauté aux yeux, à l'oreille. Oui. Par exemple, les aberrations, M. Dupont-Aignan proposant la TVA à 0%, alors qu'il sait très bien que c'est quelque chose qui ne passera jamais. Donc voilà un exemple de proposition qui sonne bien, un peu populiste, mais dont on sait qu'elle ne peut pas aboutir et qu'elle n'est pas forcément bonne d'ailleurs pour le consommateur. Et puis les ambiguïtés, moi je les ai vues beaucoup
chez Stanislas Guerini. C'est facile, évidemment, pour vous, vous recherchez absolument la dualité, la République en marche contre toutes les droites. Mais la question est beaucoup plus intéressante et mérite autre chose que cette simplification. Moi, je trouve que Laurent Wauquiez a finalement tracé le chemin le plus intéressant entre ni déconstruction, ni fédéralisme. Je pense que la droite, les Républicains, font la proposition la mieux travaillée, la plus aboutie et celle qui offre les perspectives les plus intéressantes. Et je trouve que de ce point de vue-là, Laurent Wauquiez faisait réellement la différence ce soir. Nous vivons, je pense que vous êtes tous d'accord, en particulier vous, Ingrid Levavasseur, une crise sociale, une crise même plus large. Certains disent que la France est morcelée, qu'elle est fragmentée. Est-ce que, Romain Colas, au-delà d'Olivier Faure pour le Parti socialiste, de Marine Le Pen, de tous les responsables, est-ce que, honnêtement, il y avait du souffle? Est-ce qu'il y avait les réponses précises à de tels défis posés notamment par les Gilets jaunes, pas seulement, mais par cette France qui s'inquiète, qui s'angoisse sur les impôts, sur aussi des questions identitaires, sur l'immigration? Des réponses précises, pas sur tous les points, puisqu'ils ne peuvent pas être développés dans un débat à 6, même si, franchement, à 6, c'est plus facile qu'à 12, par rapport au débat des têtes de liste auxquels nous avons pu assister, ou 7, la semaine dernière. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat, et finalement, c'est ce qui transpire de nos propos aux uns et aux autres, c'est que ça a permis de réaffirmer des orientations, de casser ce mythe dans lequel veut nous installer Emmanuel Macron et la République en marche avec lui, de la disparition du clivage gauche-droite. Parce qu'en fait, vous aviez ce soir sur le plateau, ce qui matrice le débat politique français, comme d'ailleurs le débat politique européen. Vous aviez d'un côté l'extrême droite, dans ce qu'elle a de plus classique, et puis avec les néos d'extrême droite, Marine Le Pen d'un côté, Nicolas Dupont-Aignan de l'autre, les souverainistes, nationalistes, dans l'expression la plus classique du terme, obsédés comme d'habitude par la question migratoire, comme si la disparition de la migration pouvait régler tous les problèmes des Françaises et des Français. La priorité numéro 1, les préoccupations en vue des Européennes, quel est le thème? L'immigration. L'immigration, oui, sans doute, parce que c'est un sujet qui préoccupe... C'est peut-être une obsession de certains, mais est-ce qu'il faut malgré tout en faire un tabou? Moi, je pense que... Non, il ne faut surtout pas en faire un tabou. Est-ce que c'est le sujet majeur de ces élections européennes? Je ne le crois pas. C'est un des sujets parce qu'il y a des politiques migratoires qui doivent être nécessairement à l'échelle européenne et aujourd'hui l'Europe de ce point de vue-là dysfonctionne. Mais pour en revenir à mon propos, on a donc l'extrême droite qui s'est exprimée, la droite, les droites, les conservateurs libéraux classiques incarnés par M. Wauquiez, les libéraux un peu honteux mais qui finalement mènent une politique de droite représentée par M. Guerini. Et on sent bien qu'il est dans cette difficulté d'assumer la politique qu'il conduit, et puis la gauche, incarnée dans sa diversité, notamment par Olivier Faure, qui a plaidé pour ce que je crois être l'enjeu de cette élection à l'échelle du continent européen, la social-écologie, parce que c'est par l'intermédiaire du renouvellement idéologique, par l'écologie, par les politiques de transition énergétique qu'on pourra répondre à un certain nombre de questions. Olivier Faure l'a d'ailleurs rappelé, aussi sur le sujet migratoire. Damien Fleureau, qu'est-ce qui peut rester? Il y a ce débat, il y en a eu avant, il y en aura d'autres. Nous sommes à quelques semaines d'une élection importante, évidemment, pour l'ensemble des responsables politiques, mais qui, pour l'ensemble des Français, reste encore immatérielle dans leur tête. Est-ce qu'il y a ce soir des lignes qui peuvent bouger pour les différents responsables? Ce sont des chefs de parti, ce ne sont pas des têtes de liste, malgré tout. Est-ce que les lignes peuvent bouger ce soir? Alors, les lignes peuvent bouger... Pas véritablement. Il y a quand même un contexte particulier pour ce scrutin qui peut le différencier des précédents et notamment en termes de participation. C'est le contexte national. C'est le président de la République qui va prendre la parole dans quelques jours, en début de semaine prochaine, sur de très nombreux sujets et notamment les sujets sociaux, de pouvoir d'achat, de fiscalité. On va retrouver du coup un débat peut-être plus franco-français, même si, bien entendu, la contrainte européenne pèse en partie sur les décisions qui vont être prises. Et ensuite, ce qui peut faire bouger une campagne, ce sont des événements. Alors ce soir, il y a eu des oppositions fortes, mais pas aucun des représentants présents sur le plateau n'a mis le genou à terre. Mais on le sait aussi, les Français décident de leur vote assez tardivement, dans les
15 derniers jours, finalement, où il y aura encore du débat, à 6, à 7, à 8, peut-être à 2, pour laisser plus de temps aux uns et aux autres de s'exprimer. Sébastien Chenu, vous allez laisser votre place à d'autres invités. Peut-être encore une réaction. Tout à l'heure, Annie Genevard a noté, en tous les cas, à ses yeux, quelques aberrations, quelques imprécisions. Est-ce que de votre côté, je vois que vous avez une petite liste, est-ce que vous avez noté des choses qui vous ont interpellé ce soir? Vous vous êtes dit non, c'est pas possible. Mais il y a surtout des choses absolument incompréhensibles. D'abord, il y a je parlais tout à l'heure des ambiguïtés, mais il y a aussi tous ces gens qui n'assument plus leur position, qui ont voté des choses pendant 5 ans au Parlement européen, les quotas de migrants, le CETA, le TAFTA, et le CETA et le TAFTA, ça n'a pas de lien avec l'immigration, c'est lié, et ça a un lien direct avec la santé, avec le pouvoir d'achat des Français. Eh bien, ces gens-là n'assument plus 5 ans après avoir voté tout ça. Moi, je crois que lorsqu'on fait de la politique, il faut assumer. Oui, l'immigration, c'est le sujet numéro 1 pour les Français. Alors oui, il y a des propositions très clivantes. Nous, on a une proposition qui est en rupture avec les politiques qui sont menées depuis longtemps. Moi, je ne comprends pas, par exemple, sincèrement, je ne comprends pas la social-écologie. Il n'y a personne qui comprend ce que vous voulez raconter avec ça. Il faut des choses très claires. Protéger vous ne faites pas le lien entre les questions environnementales et les questions sociales. Laissez-moi terminer. Protéger. Allez à la rencontre des citoyens dans ce pays, ceux qui vivent dans des passoires énergétiques, vous allez très vite comprendre le lien entre écologie et pouvoir d'achat, monsieur Chenu. Alors, à mon avis, les téléspectateurs, là, protéger, et en plus, un peu de calme vous allez dans le débat. Raconter tout ça. Protéger la qualité de vie, c'est changer de système. Parce que Marine Le Pen l'a très bien expliqué, payer peu cher des choses qui sont consommées à l'autre bout du monde pour les consommer ici, ce n'est pas possible. C'est ce système qu'il faut changer. Donc pas besoin d'aller imaginer des concepts. Mais Sébastien, vous n'avez pas les mêmes visions. C'est pas pour autant que vous ne comprenez pas ce qu'il propose. Et donc c'est pour ça que je vous dis, nous avons une proposition qui est très clivante, effectivement, qui est de changer radicalement d'orientation en Europe. On va écouter ce qui a été dit, notamment par la majorité qui dit mais est-ce que vous feriez mieux à notre place? On écoute Stanislas Guerini, puis on fait entrer d'autres invités. Merci Sébastien Chenu. Merci également Damien Fleureau, chef du service politique CNews. Merci d'être resté avec nous. Écoutez. Je suis accusé à ma droite d'être trop laxiste. Les mêmes qui ont supprimé 13 000 postes de policiers dans le mandat de Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Et puis, à ma gauche, d'être au final trop autoritaire. Alors même que nous avons apporté des réponses. Mais ça ne veut pas dire que vous avez raison. Quel gouvernement a pris en un mois de temps la décision d'apporter 10 milliards d'euros de réponses? Vous en aviez pris au moins... Et sous la pression, malheureusement sous la pression. Sous la pression. Vous avez encore du temps pour seulement sous la pression. Messieurs, madame, on avance. On poursuit l'analyse et le débat. Alors on sourit, on va tout dire aux téléspectateurs parce que c'est vrai et on est toujours ravis quand on a un plateau féminin, même s'il faut toujours respecter la parité. Mais vous êtes toujours là. Romain Colas pour le Parti Socialiste, Ingrid Levavasseur qui est l'une des figures emblématiques du mouvement des Gilets jaunes, Annie Genevard qui est députée LR du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale et secrétaire générale des Républicains. Il y a toujours Fiona Lazard pour la majorité. Elle est vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Et on accueille avec plaisir Sandra Récolle, bonsoir, qui est porte-parole Europe Écologie Les Verts. Et on accueille aussi avec plaisir Julie Garnier, bonsoir, qui est candidate La France Insoumise aux élections européennes. Tiens, Julie Garnier, on a beaucoup parlé de la présence de la France Insoumise pour ce débat. Jean-Luc Mélenchon était à un meeting et nous avons reçu avec plaisir également Adrien Quatennens. Depuis tout à l'heure, chacun parle de la prestation de ces championnes, entre guillemets. J'imagine que vous l'avez trouvé aussi au top ce soir. Je pense que vous pouvez reconnaître quand même que sa venue a quand même beaucoup apporté au débat. Et on voit justement... La présence de tous, ça porte. On a quand même plein de leaders charismatiques, parce que j'avais eu un échange un petit peu musclé avec Pascal Praud sur ce même plateau. Et donc voilà, vous voyez qu'on a des personnes qui ne sont pas des leaders charismatiques, qui ne sont pas issus de l'ENA, qui ne sont pas issus de Sciences Po, totalement raison. et qui peuvent totalement représenter et à merveille les idées. Il y avait des visions tranchées ce soir. Après, peut-être que ça ne va pas faire bouger les lignes, mais il y avait des visions, des projets véritablement clivants, tranchés. Oui. C'est le cas ? Oui. Je crois que la première question qui a été posée et qui transcende en ce moment la société, c'est la question de vivre dignement. Elle est posée par la crise, bien évidemment, des Gilets jaunes. Et elle touche tout le monde. Elle touche ceux qui travaillent, parce qu'on voit que pour ceux qui travaillent, c'est de plus en plus dur pour finir la fin de mois. Pour les petits salaires, les petites retraites, qui doivent finalement choisir avec des choix impossibles entre se chauffer ou se soigner, ou entre mettre de l'essence dans sa voiture ou bien manger. Et on a aussi, et qui ont peur de se retrouver finalement à la rue. Et on voit que de plus en plus
des gens vont se retrouver à la rue, surtout avec la fin de la trêve hivernale, et on a de plus en plus aussi de gens dans la rue. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on fait ce constat-là, au même moment, on a un gouvernement qui décide de supprimer le seul impôt de solidarité qui existe. Vous avez dit le mot magique, vous avez dit, j'allais vous poser la question. Mais vous faites le constat. Mais quelles sont les propositions? Parce que tous on le fait, ce constat. Et à côté de vous, Ingrid Levavasseur connaît ces difficultés. Elle les Bien sûr, mais nous aussi, nous les connaissons. Enfin, excusez-moi, mais j'ai pas le salaire le plus élevé du plateau, je pense. Donc oui, on les connaît. Moi, j'ai aucun mandat. Et pourtant, on est là, on a fait une liste justement à cette image pour montrer que les difficultés qu'on ressent, c'est celle-là qu'il faut porter en premier lieu au plus haut niveau. Et il y a bien sûr l'urgence sociale que j'ai soulignée, mais il y a également l'urgence écologique. Et à ça, on a un gouvernement qui est complètement sourd à toutes ces revendications. On voit que l'urgence écologique, elle est maintenant. Et on a un gouvernement qui gagne du temps. Sauf qu'on a 12 ans, même pas 12 ans, pour répondre à cette urgence-là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour diminuer nos gaz à émissions à effet de serre? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ne pas aller dans le mur que le GIEC nous dit où on va? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Nous, on a fait une proposition concrète en matière d'écologie. Une frontière, une barrière écologique qui fait qu'on ne puisse pas importer des frontières extérieures à l'Europe des produits qui ne respectent pas les normes écologiques qui sont imposées à nos agriculteurs. Signez-vous des traités de libre-échange qui permettent justement de faire venir des produits qui Je vous propose, traité de libre-échange. Annie Genevard va vous répondre. Est-ce qu'on peut ne pas refaire le débat? C'est passionnant parce que ça prouve aussi que vous vouliez peut-être avoir davantage de réponses, mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Je vais vous faire réagir, Sandra Récolte. J'ai posé la première question tout à l'heure à Ingrid Levavasseur qui a noté quelques sujets dont on n'a pas parlé. Évidemment, on peut pas. C'est pas un débat exhaustif sur les familles monoparentales, sur certaines difficultés. Est-ce que vous avez noté des absences quand même qui vous ont paru, même de la part de votre champion, assez incroyable dans ce débat? Alors je parle pas trop de champion parce qu'on mise surtout sur le collectif. Donc aujourd'hui c'était David Cormand, demain ça peut être Marie Toussaint, après-demain Damien Carême, peu importe. Ça peut être vous aussi. Ça peut être moi aussi, mais je suis pas candidate. Alors c'est un peu plus compliqué d'aller représenter une liste. Mais en tout cas, voilà, c'est peu importe les personnes qui incarnent cette parole, ce qu'on porte c'est un projet commun. Alors oui, il y a toujours des choses qui manquent au final et qu'on n'a pas abordées et tout ça. On pourrait faire une liste très longue. Après, j'ai plutôt envie de rebondir sur votre question juste avant, qui était est-ce qu'il y avait un clivage? Oui, il y avait un clivage et ça fait du bien, parce qu'en fait, si on s'est engagé en politique, c'est qu'on avait des visions d'un avenir qui était assez formel, c'est-à-dire qu'on a un projet de société, on a, je sais pas, même au Front National, au Rassemblement National, qui partage un projet de société absolument opposé au mien, les gens s'engagent aussi parce qu'ils croient en un projet de société. Et oui, ce débat a fait ressortir un clivage très fort qu'on pourrait résumer si on le fait très grossier. Il n'y a pas de surprise. Pas forcément, parce qu'en fait, ça fait émerger un clan de ceux qui ont une aspiration démocratique, c'est-à-dire un camp de ceux qui ont une aspiration démocratique, c'est-à-dire qui pensent que la question à se poser quand on prend des décisions, des politiques publiques, c'est qu'est-ce que ça change dans la vie des gens, en bien, en mal, et où est ce curseur. Et puis il y a des gens qui considèrent que ce qui compte, c'est la virilité qu'on met dans ce qu'on dépose sur la table, si vous voulez, c'est-à-dire le côté un peu clair comme image, austéritaire, réactionnaire. Et vous devriez pas trop rire, parce que dans ce camp-là, je mets aussi le camp de la majorité. Non, bien entendu, moi je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que bien au contraire. Je crois que justement Stanislas Guerini a ce soir démontré que nous avions un projet clair sur les questions sociales, sur les questions d'immigration. Vous êtes aux responsabilités. Écologique, nous sommes aux responsabilités. Non, mais un projet pour l'Europe, bien entendu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en responsabilité en Europe, il faut le dire. Quand même. Non, mais bien sûr que nous sommes en responsabilité au niveau national et nous prenons des mesures qui sont fortes. Et d'ailleurs, là-dessus, mais justement, là-dessus, quand même, je voudrais dire un mot. Aujourd'hui, il y a eu un rapport de l'OCDE qui pointe justement tous les effets bénéfiques des réformes que nous avons prises. Qui pourraient l'être à l'échelle à horizon de 10 ans. Je suis désolée, mais les chiffres sont clairs sur le conditionnel a été oublié. Sur la hausse des salaires, sur la baisse des impôts, sur la baisse du cours du pétrole aussi, qui va faire que l'économie repart. C'est pas vous la baisse des cours du pétrole. Non, bien sûr. Je voulais juste savoir s'il fallait que je remercie Stanislas Guerini pour ça. Fiona Lazar, puisque vous citez des sondages, je peux vous citer la majorité de Français qui ne croient pas, mais ce n'est pas de votre faute simplement, en la baisse des impôts. Pourquoi? Parce que c'est l'arlésienne de tous les gouvernements. Et je me tourne également vers la droite et Annie Genevard, et je me tourne vers la gauche et également Monsieur Colas.
Si, peut-être non, avec vous, tout va changer. Un mot quand même très concret, parce que je vais vous donner un exemple, qui était un engagement de campagne qui va être tenu. C'est la suppression de la taxe d'habitation. Elle a déjà été réduite de 30% pour 80% de nos concitoyens. Je vous le dis très clairement, j'habite dans une commune, à Argenteuil, où la taxe d'habitation est la plus chère de France. À logement équivalent, vous payez 1 400 € de taxe d'habitation à Argenteuil, 500 à Paris. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est juste? Non. Donc nous supprimons cette taxe d'habitation qui est injuste et pour redonner vous faites du ça en pouvoir 3 ans. d'achat. Vous faites ça en 3 ans, alors que l'ISF, vous l'avez fait tout de suite. Je vais vous laisser parler. Je dois véritablement, pour une question d'équilibre, parce que nous avons vu tout à l'heure les réactions de différents responsables juste après ce débat. On a vu Adrien Quatennens, on a vu Stanislas Guerini. Nous n'avons pas vu Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan pour être dans l'équité, ni Monsieur Wauquiez, mais justement, on va les regarder. J'espère que cela aura intéressé les Français qui nous ont regardés et surtout qu'on aura pu progresser sur le fond parce qu'il y a un tel manque de débat dans notre pays, contradictoire. Voilà, j'espère surtout que les Français regarderont, même sur Internet, vérifieront la cohérence des parcours. Parce que avant les élections européennes, tout le monde est pour l'Europe sociale, l'Europe environnementale, le contrôle des flux migratoires, etc. Mais quand on regarde vraiment les votes au Parlement européen, c'est pas du tout la même chose et c'est ce que j'ai voulu dire quand même à un moment, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Je suis très contente, je me réjouis de la victoire idéologique qui fait qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour maîtriser les frontières et tout le monde est d'accord pour mettre en place du protectionnisme, alors qu'il soit solidaire comme M. Mélenchon, qu'il soit vert comme M. Cormand, mais il n'en demeure pas moins que c'est du protectionnisme. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui sont complexes, qui ont des conséquences très lourdes sur la vie des Français et ça aurait été bien si on avait pu avoir un peu plus de temps pour pouvoir en débattre. Bon, voilà, du temps, nous en manquons aussi. Voilà pourquoi je vais vous laisser peut-être conclure chacune et à la fin également vous, Monsieur Colas. Annie Genevard. Moi, je voudrais terminer ce rapide tour de table et ce rapide débat en disant que ce que j'ai trouvé chez Laurent Wauquiez et que je n'ai pas trouvé chez les autres participants à ce débat, c'est la réaffirmation de l'Europe que nous aimons et que nous avons envie de retrouver. Un discours positif sur ce qui peut rassembler les peuples européens à condition qu'on fasse de l'Europe la restauration de nos frontières, la restauration de l'importance de notre civilisation, la restauration de véritables projets, des projets concrets qui parlent aux Français et aux peuples européens. Voilà, moi j'ai trouvé quelque chose d'optimiste dans le discours de Laurent Wauquiez. Je peux vous demander conclusion en un mot? C'est terrible. Ingrid Levavasseur. C'est très court. J'ai eu la sensation pendant la première partie du débat qu'on était au présidentiel et non pas aux élections européennes. J'ai eu la sensation, encore une fois, que vous justifiez sur un sujet français. Moi, je pars en me disant je suis pro-européenne, je suis pour l'Europe, mais je suis pour une égalité dans l'Europe, de plus de justice sociale et pour une transition écologique rapide. On doit faire comme les autres pays, on doit essayer de faire au plus vite et ne pas attendre 2050. Il y a urgence et je pense qu'il faut vraiment se donner la main dans la main pour agir. Je vous vois approuver. Est-ce que je peux me permettre donc d'en tirer que c'est une conclusion qu'on peut partager et vous réinviter de nouveau sur ce plateau avec plus de temps? Vous le savez que vous l'avez dans les voix de l'info tous les soirs pour venir en parler. Merci d'être passé. C'était important d'avoir quand même cette pluralité des voix. Merci encore. Pardon. Vous le dites. Merci à vous en tous les cas. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité ce soir sur CNews. L'information se poursuit bien sûr. Merci à vous.